Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Stéphane Philippe, je suis consultant expert des politiques de diversité et d'inclusion chez Alternego. Ce sont des sujets sur lesquels je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années et je suis ravi d'être avec vous pour animer cette table ronde. Alors, c'est un grand plaisir d'être là avec vous ce matin. Ça s'inscrit dans le cadre de la dernière journée de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive 2024, qui est donc organisée par le MEDEF et la FMD. Cette dernière journée de cette semaine est particulièrement consacrée à l'innovation en matière de RSE et de diversité, équité et inclusion. Merci à tous, à vous tous qui êtes en ligne d'être présents avec nous pour partager ce moment avec nos quatre invités. Je vais déjà vous présenter du coup Béatrice Javary. Vous êtes directrice RSE d'Auchan Retail France. Vous apportez votre témoignage et votre expérience des sujets de la RSE et de la diversité et inclusion, deux sujets que vous pilotez chez Auchan. Bonjour Béatrice. Bonjour. Patricia Cortijo, vous êtes directrice conseil chez Utopie. Vous venez partager avec nous votre expertise dans l'intégration du développement durable dans les processus d'innovation, le dialogue avec les parties prenantes et plus largement la définition et la mise en œuvre de stratégies de développement durable dans les organisations. Bonjour Patricia. Merci Stéphane, bonjour à tous et toutes. Et Patrick Charnitsky, vous êtes directeur associé chez Alternego et docteur en psychologie sociale. Vous avez conduit des travaux de recherche sur l'inclusion, le management intelligent des diversités et l'impact des stéréotypes sur les interactions sociales et professionnelles. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Et nous avons également avec nous, ou peut-être, ou normalement avec nous en tout cas, même si je ne la vois pas et pour l'instant je ne sais toujours pas ce qu'on peut entendre, mais en tout cas nous avons avec nous Sarah Serange, et vous êtes responsable communauté Bilab France, hein, donc dans le cadre du mouvement Bicorp. Vous êtes en charge de l'accompagnement de l'ensemble des entreprises labellisées Bicorp en France. En parallèle, vous êtes directrice du développement au sein de Gen Club, une association dédiée à l'insertion socio-professionnelle des jeunes femmes et minorités de genre. Voilà, merci. J'ai l'impression que si, Sarah, je vois que ton micro est activé. Est-ce que tu nous entends? Malheureusement, nous ne t'entendons pas. Donc, nous allons avancer. En tout cas, merci à tous les clubs d'être présents avec nous ce matin. Alors, avant de vous donner la parole à tous les quatre, quelques mots pour expliquer pourquoi cette table ronde, car c'est une rencontre de deux opportunités. D'une part, la FMD qui nous propose à Patrick et à moi pour Alternego d'être cette année encore partenaire de la série et nous demande d'imaginer un événement sur le thème innover en RSE et en diversité et inclusion. Et d'autre part, cette année, depuis le mois d'avril, deux cabinets, Utopie, acteur majeur qui depuis plus de 30 ans incite les entreprises à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux à leur stratégie pour les accompagner dans cette révolution, et Alternego, cabinet de conseil de recherche et de formation RH engagé depuis 15 ans sur les sujets de négociation et de gestion de conflits, de dialogue social, de qualité de vie au travail, de diversité et d'inclusion, de management et de coopération, ça fait beaucoup d'expertise, ont uni leurs forces pour former ensemble le leader français indépendant et le premier pure player de la transformation responsable des organisations. Et donc, ces deux opportunités font que depuis ce mois d'avril 2024, nous n'avons de cesse chez Alternego comme chez Utopie de nous questionner et de chercher de quelle manière réunir ces sujets de développement durable et de diversité et inclusion au sein de politiques globales pour que ce soit un levier de clé de la transformation des entreprises. Et donc, cette opportunité qui nous est offerte d'organiser cette table ronde va nous aider tous ensemble, vous comme nous qui vous nous avez rejoints pour ce webinaire, et donc bienvenue aux derniers arrivants, de pouvoir réfléchir ensemble sur quels sont les constats qu'on pose, quelles sont les difficultés qu'on rencontre et quelles sont les perspectives de réunir ces deux démarches pour qu'elles soient des leviers de la transformation des entreprises et qu'on arrive à dépasser les limites que l'on rencontre encore en ce moment. Cette table ronde, nous allons pouvoir donc la lancer sans plus attendre autour d'une première prise de parole. Alors, je pense que ça va être intéressant de poser un peu le sujet parce qu'on va parler de RSE, de Bicorp, de la CSRD, de l'inclusion, du pilotage de tous ces sujets. Donc, d'abord,
essayons de commencer par un premier temps de prise de parole de vous quatre pour essayer de poser un peu le sujet. Et puis, on verra dans un deuxième temps comment exposer un peu les contraintes. Et peut-être que sur cette deuxième phase, on sera un peu plus dans une interaction dynamique de positionnement les uns par rapport aux autres et de prise de parole spontanée. Patricia, est-ce que je peux te donner la parole et nous expliquer un peu la RSE, c'est quoi et comment ça se met en place sur les entreprises, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui? Oui, merci Stéphane. Oui, vaste sujet en quelques minutes et peut-être fait d'enfoncer des portes ouvertes pour certains d'entre vous qui le connaissaient parfaitement. Donc, RSE ou développement durable, donc responsabilité sociétale des entreprises, responsabilité des entreprises auprès des différents acteurs de la société. Donc, les deux termes développement durable et responsabilité sociétale sont équivalents, même si on y reviendra. Développement durable a souvent une connotation peut-être beaucoup plus environnementale que responsabilité sociétale. Donc sur ce sujet de la responsabilité sociétale qui inclut la responsabilité des entreprises vis-à-vis de l'ensemble des personnes et vis-à-vis des humains et des non-humains, donc aussi de la nature. Dans les évolutions récentes sur le caractère transversal de cette démarche qui concerne, on va dire, tous les métiers, toutes les fonctions de l'entreprise, on a la notion d'extension sur un sujet de responsabilité qui va concerner l'ensemble de la chaîne de valeur de l'organisation, donc des démarches de plus en plus intégrées au cœur du modèle économique, au cœur de leur chaîne de valeur, que ce soit les chaînes de valeur amont ou les chaînes de valeur aval auprès des clients, ce qui a été acté par un certain nombre de textes réglementaires comme le devoir de vigilance ou comme un acronyme barbare qui est la CSRD, mais qui est le nouveau cadre un peu de transparence des entreprises sur les questions de développement durable. Nous, on travaille sur les stratégies de responsabilité sociétale. C'est un terme qui veut dire que les entreprises priorisent en fait un certain nombre de thématiques, on y reviendra, en matière de développement durable ou de responsabilité sociétale, parce que c'est très large, et que l'enjeu de cette priorisation, c'est de définir des sujets qui vont être vraiment intégrés, et c'est l'ambition de cette dynamique, mais au cœur de la stratégie de l'entreprise, et donc qui vont vraiment faire partie de la stratégie business de l'entreprise. Donc, toute l'évolution de ces dernières années, c'était de ne pas avoir en parallèle une stratégie business et une stratégie de développement durable, mais en tout cas, une partie émergée qui soit complètement intégrée l'une à l'autre et qui soit un peu cette partie plus transformative de la responsabilité sociétale, car associée au business, donc qui tire aussi des démarches d'innovation. Bon, on y reviendra dans les fondamentaux de la démarche de responsabilité sociétale. Il y a la notion d'attente des parties prenantes, de qualité de dialogue avec les différentes parties prenantes, l'environnement étant ou la nature étant souvent représentée par des associations, parce que ça pose la question de qui représente en fait, on va dire les non-humains autour de la table. Mais voilà, cette question d'écoute, de compréhension de vision qui sont souvent, qui peuvent être en partie divergentes par rapport à l'entreprise. Et alors, la diversité dans ce cadre-là, la diversité et la lutte contre les discriminations, c'est un volet à part entière de la responsabilité sociétale des organisations. Peut-être dans l'évolution récente, on va se dire un volet qui concerne les salariés, mais qui concerne aussi la question de l'accès des services ou des produits à l'ensemble des publics, et un sujet qui concerne aussi ce qui va se passer dans l'amont de la chaîne de valeur, donc qui doit aussi s'intégrer en fait sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un sujet transversal au sein d'un domaine lui-même assez vaste. Assez large, ouais. Très bien. Merci beaucoup, Patricia. Alors, je ne sais pas si on fait une tentative de donner la parole Je pense que c'est bon. à Sarah. Je pense que c'est bon. Ça devrait être bon. Son micro est désactivé. Normalement, ça devrait fonctionner. Vous Ça devez marche, m'entendre. super. Eh ben, écoute, ravi de Fantastique. t'entendre. Bienvenue, Excusez-moi Sarah. tous et toutes pour ces problèmes logistiques. Je t'en prie, ça nous arrive malheureusement de façon assez inopportune, mais à tous. Donc, écoute, je te donne la parole pour pouvoir nous parler un petit peu de Bicorp et puis un peu de la CSRD dans ce paysage de la réunion de ces politiques diversité, inclusion et DEI et RSE. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, pour resituer, comme l'a très bien introduit Stéphane, je suis responsable communauté chez Bilab France.
Bilab France étant l'association qui gère toute la structuration et le mouvement Bicorp en France. Donc, Bicorp, c'est quoi? C'est un label qui permet de reconnaître des entreprises qui répondent à des normes sociétales et environnementales élevées. Donc, je précise bien les deux, environnemental et sociétal, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bicorp n'est pas seulement un label environnemental, puisqu'on va mesurer l'impact des entreprises sur différents domaines d'impact, à savoir forcément l'environnement, mais également la gouvernance, les collaborateurs, collaboratrices, les clients, clientes et les liens avec les collectivités. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche 360 de l'impact de l'entreprise sur l'aspect social et voir quelles sont les pratiques en termes de développement durable, mais aussi de diversité et d'inclusion auprès des collaborateurs, collaboratrices, ce qui est assez classique. On va regarder aussi la composition des instances de gouvernance, voir qui sont les personnes qui composent ces instances de direction. Et on va aussi voir quels sont les liens avec le territoire, donc les collectivités, s'il y a des engagements avec les associations, s'il y a par exemple un recrutement des populations, on va dire, desservies localement, mais aussi quels sont les clients et clientes qui sont touchés par les produits ou les services de l'entreprise. Bicorp est donc un label qui demande un peu plus, on va dire, que simplement répondre au cadre réglementaire qui, lui, évolue justement avec la fameuse CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est mise en place au niveau de l'Union européenne et qui a pour but d'harmoniser le reporting de durabilité des entreprises et la disponibilité et la qualité des données ESG. Donc, sur la CSRD, on est sur différents ESRS qui comprennent tous les critères et les requirements, on va dire, sur les données demandées aux entreprises. On va donc avoir plusieurs volets concernant le volet, l'approche environnementale, donc les ESRS-E. Et ensuite, on va avoir 4 approches plus sociales, ESRS-S, qui devront également être prises en compte par les entreprises. D'accord. Très bien. Merci, Sarah. C'est très clair. Maintenant, je vais donner la parole peut-être à Patrick pour nous présenter le sujet de l'inclusion. Ok. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, un petit rappel effectivement sur d'abord ce concept et puis dire quels sont les 3 éléments qui nous semblent essentiels dans l'esprit de cette table ronde et du rapprochement avec les sujets RSE. Quand on parle de diversité, on parle d'une photographie statique du degré de différence entre les membres d'un système. Cette photographie, elle est statique et elle est floue. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, on ne peut mesurer que la diversité officiellement sur 4 critères, alors qu'il y en a évidemment d'autres sur lesquels on ne peut pas faire de mesure. Quand on parle d'inclusion, on parle bien de mise en dynamique de cette diversité. Comment faire vivre ensemble et rendre ces gens heureux et performants en tenant compte de leurs différences dans une logique d'innovation et de performance collective. Et donc, quand on parle d'une politique aujourd'hui, avec un acronyme qui devient un peu un standard, une politique DEI, donc diversité, équité, inclusion. On a bien ces 3 volets. La diversité, c'est accompagner les publics qui sont identifiés comme étant potentiellement discriminés et stigmatisés, parmi les femmes, différents sur les âges, etc. C'est dans le même temps avoir une politique, un socle d'équité, c'est-à-dire créer les conditions de l'équité, de traitement et de la non-discrimination pour tous les publics et pour toutes les situations. Et enfin, le I, l'inclusion, c'est plutôt une approche transversale, c'est-à-dire comment on aborde le sujet par des problématiques qui concernent toutes les diversités à la fois. Et dans ces problématiques transversales, on va retrouver la question de la coopération, la question des biais et des stéréotypes, l'équilibre des temps de vie, et puis la question de la place et de la capacité de chacun et chacune à trouver une place et à oser être soi dans cet écosystème. Alors pourquoi c'est un enjeu, pourquoi c'est un sujet qui change et qui connaît un rapprochement assez naturel avec les RSE? D'abord parce que comme pour les enjeux environnementaux, l'inclusion met l'entreprise face à un défi que j'appelle darwinien, parce que l'entreprise est un système dans un écosystème plus large et elle ne peut pas faire l'économie d'être au diapason des évolutions sociétales. Et ces évolutions sociétales concernant l'inclusion, elles sont de 2 natures. Elles sont d'abord structurelles. Quoi qu'on fasse, les gens qui vont rentrer dans l'entreprise vont être de plus en plus différents les uns des autres dans les années à venir. Allongement de la durée de carrière, mixité des métiers, visibilité du handicap, flux migratoire. Tout ça fait que l'entreprise sera tenue pour respecter une logique de performance d'aller chercher dans des viviers de plus en plus hétérogènes. Et puis une évolution identitaire, puisque l'entreprise a changé de braquet depuis quelques années. Elle est passée du environnement un peu conformiste, oublier votre vie privée quand vous arrivez au travail, vous
consommateurs à une logique du oser être soi. Et donc, si on fait rentrer dans l'entreprise des gens de plus en plus différents et qu'en plus on leur dit osez être vous, voilà, mécaniquement, l'entreprise n'a pas tellement d'autre choix que de s'adapter à ces évolutions. Et on voit bien que cette nécessité d'adaptation aux évolutions sociétales parle autant au E et au S du sujet RSE. Le deuxième point, c'est la question de la transformation. Pourquoi? Parce que le sujet de l'inclusion, depuis quelques années, est monté à l'étage de COMEX. C'est un sujet quand même qui est resté très longtemps dans une niche RSE, dans une niche RH. Et puis aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des enjeux de performance eu égard aux obligations légales, à tous les baromètres, aux indicateurs de performance par rapport aux investissements, et puis surtout à la raréfaction de certains talents dans certains métiers. Donc, on est dans une logique de transformation globale, puisqu'aujourd'hui, quand on parle d'inclusion, on parle à tous les acteurs de l'entreprise, et plus seulement, comme c'était le cas il y a 15-20 ans, aux RH et aux recruteurs. Et puis, dernier point, et j'en aurai fini, quand on pense inclusion, exactement comme quand on pense à l'environnement, on est sur des enjeux systémiques, mais aussi individuels. C'est-à-dire que l'entreprise inclusive, elle protège, elle soigne la personne et dans une logique d'équité de traitement, de respect des différences, d'acceptation, etc. Et ça, c'est quand même le meilleur levier de changement du comportement. Quand on est bien traité dans son entreprise, ça augmente l'estime de soi, donc il y a un vrai impact sur soi-même. Deux, ça crée quand même les conditions du respect des autres, et donc dans une logique d'interaction qui sont moins polluées par les stéréotypes et qui sont un peu plus empathiques. Et puis trois, ça déclenche évidemment des appétences à être dans le respect de son environnement dans toutes les définitions. Donc on comprend bien qu'il y a des enjeux systémiques, mais qu'il y a aussi et surtout un impact sur les individus dans leur posture et dans leur positionnement dans cet environnement. Merci Patrick. Il me reste donc à donner la parole à Béatrice. Toi, tu pilotes ces deux sujets depuis déjà de nombreuses années chez Auchan pour accompagner la transformation de l'entreprise à la fois sur ces sujets environnementaux et sur ces sujets de diversité et inclusion. Qu'est-ce que tu peux nous en dire pour expliquer un peu comment ce sujet a été pensé chez Auchan pour être réunis ensemble et comment tu le pilotes? Oui, donc du coup, effectivement, depuis 2016, j'anime pour Auchan Retail France toutes les dimensions de la RSE, que ce soit le volet social, c'est-à-dire diversité, inclusion pour nos collaborateurs, le volet sociétal avec tout ce qui concerne la solidarité et vis-à-vis de la société et des plus fragiles en particulier. Le volet offre responsable qui consiste à accompagner la transition de l'offre de produits et de services de l'entreprise, et le volet environnemental qui revêt à la fois un caractère assez technique sur l'énergie, l'eau, les déchets, mais aussi la stratégie climat. Et donc, animer ces trois dimensions, c'était une volonté d'Auchan Retail France en 2016 quand les services d'appui ont été regroupés pour l'ensemble des formats. Et avec une particularité qui est culturelle chez Auchan, qui est, j'ai bien entendu Patricia parler de tous les métiers et de toutes les fonctions, qui est que la RSE est rattachée à la DRH au motif que chacun dans son métier a la responsabilité de s'assurer de prendre en compte les enjeux à la fois sociétaux et environnementaux de son activité propre. Donc, c'est un vrai défi que l'on vit avec tous les paradoxes qu'on a pu évoquer ensemble de différence de prisme, de différence de regard. C'est quelque chose que l'on vit en équipe avec des managers qui sont des experts de leur sujet et qui sont amenés à travailler ensemble, à s'intéresser à des sujets qui ne sont pas forcément des sujets de préoccupation immédiate. Quand on a un manager diversité inclusion qui se forme pour animer la fresque du climat, eh bien c'est un chemin en fait qui est à parcourir
pour prendre en compte à la fois les enjeux de diversité et d'inclusion, mais aussi les enjeux environnementaux. Et c'est vrai que animer toutes ces dimensions, ça nécessite aussi de travailler sur des projets transverses, d'essayer de trouver les moyens de mailler ces dimensions. On peut, par exemple, trouver ce maillage dans l'évolution de l'offre, quand, par exemple, on référence des produits issus du secteur protégé dans nos gammes. On est le secteur protégé, donc des produits qui sont fabriqués par des personnes en situation de handicap. C'est l'occasion de faire parler à la fois le business, la transition de l'offre et les sujets de diversité et d'inclusion, cette fois visibles de nos clients. Donc, c'est vraiment en fait un défi de mailler ces deux sujets-là, d'intéresser les uns aux autres, de faire en sorte d'être imaginatif. C'est aussi pour ça qu'on avait positionné ce terme d'innovation dans cette direction dès l'origine, pour pouvoir construire des projets transverses. Et c'est un défi aussi parce que, évidemment, ça touche à la fois le business model et en effet la chaîne de valeur. On voit bien que quand on lance une stratégie climat et qu'on veut mobiliser nos fournisseurs sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça ne doit pas nous conduire à occulter la question sociale sur toute la chaîne de valeur. Donc, c'est vraiment, en tout cas, des sujets qu'il faut traiter non pas après, mais pendant. Et je dirais que cette RSE, elle se fait en marchant. C'est pendant et c'est ensemble. Et c'est ce qu'on essaye d'insuffler à travers nos démarches. Très bien. Merci beaucoup, Béatrice, pour ce premier témoignage. Ça va faire maintenant la transition avec cette deuxième partie où je vous invite du coup à essayer, dans un premier temps, de partager et de comprendre quelles sont les limites, quels sont les freins qu'on peut rencontrer à créer ce maillage, comme tu disais, Béatrice, à pouvoir mettre en place des projets transverses qui se répondent. Parce que de là où je suis, en tout cas, moi, en préparant cette table ronde, j'ai un peu le sentiment que trop souvent, il y a un des sujets qui le prend sur l'autre, et l'originalité que tu décrivais dans le rattachement de la politique RSE au RH, c'est pas forcément ce qu'on retrouve, pardon, le plus souvent en entreprise, où elles sont plutôt en parallèle, en fait, ces deux politiques, la politique de transformation sur les sujets de développement durable et d'environnement, qui sont en parallèle des politiques RH et sociales. Et donc, du coup, elles ont un peu de mal à se parler et à avoir un effet de levier. Est-ce que, Sarah, tu veux bien nous en parler un petit peu, toi, de ces limites que tu peux voir de là où tu es, notamment dans l'accompagnement des entreprises pour Bilab? Avec grand plaisir. Avant, pour faire le lien, j'aimerais rappeler un chiffre qui, pour moi, incarne bien les propos de Béatrice et de Patrick sur le fait qu'on ne peut pas un peu dissocier les politiques environnementales et sociales. C'est que tout simplement, 100 millions de personnes seront poussées, on va dire, dans la pauvreté d'ici la fin de 2030 en raison du changement climatique. Donc, il est clair qu'il y a un impact social de l'environnement et qu'on ne peut pas dissocier les deux. C'était d'ailleurs déjà les propos du rapport Brundtland dans Notre avenir à tous en 1987 qui disait ça, et qui disait que les interactions écologiques ne respectent ni la propriété privée ni les découpages politiques. Donc les deux sont indissociables. Néanmoins, comme tu l'introduis, Stéphane, il est vrai que souvent il y a, on va dire, une politique ou une orientation qui prend le dessus sur l'autre, pour de nombreuses raisons. Et effectivement, cela se voit également dans la communauté Bicorp. Récemment, on a fait une étude dans le cadre de l'évolution de nos standards de labellisation pour voir à quel point ou à quel pourcentage les entreprises étaient sûres d'elles pour répondre aux nouveaux standards de labellisation. Et on voit bien que sur les volets sociétaux et sociaux, les entreprises sont moins confiantes qu'elles vont pouvoir répondre d'ores et déjà aux exigences, alors que sur les volets environnementaux, elles sont plutôt sûres d'elles.
Plusieurs raisons à cela. Il y a tout simplement le fait que sur l'approche écologique, déjà, on est souvent sur une approche qui se limite malheureusement au carbone. Et le carbone, on est souvent sur des calculs, compter les tonnes de carbone émises par les entreprises, compter les nombres d'arbres qui ont été plantés dans des stratégies de compensation carbone. C'est souvent plus simple que de mettre en place, on va dire, des politiques de diversité et d'inclusion dont les indicateurs sont plus délicat dans la mesure où il relève du privé. On n'est pas sur du simple calcul. Sur les politiques de diversité et d'inclusion, souvent on va toucher à des sujets qui sont intimes, à des sujets qui sont personnels, ce qui va rendre la mise en place de ces politiques déjà compliquée, on va dire, au niveau des collaborateurs et collaboratrices, puisqu'on va avoir besoin de pédagogie, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on met en place certaines mesures, pourquoi est-ce qu'on décide de faire certaines récoltes de données. Et il y a une deuxième limite qui est très spécifique au contexte français, qui est que certains recensements de données, certaines initiatives ne sont pas permises par notre cadre légal. Donc, si on compare par exemple les pays anglo-saxons, le label B Corp étant international, on a des points de comparaison et on voit bien qu'aux États-Unis, au Canada, aux Grande-Bretagne, il y a quand même une plus grande facilité à recueillir des données sur ce qu'on va appeler les identités sociales des collaborateurs et des collaboratrices. Et à partir de là, mettre en place des stratégies, on va dire, d'amélioration d'impact et de progression pour améliorer la représentation et l'inclusion de certaines personnes et de certains publics au sein de l'entreprise, alors qu'en France, c'est très compliqué, voire interdit, selon certaines conditions. Il faut se référer pour ça à la décision du Conseil constitutionnel. Et du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent ne pas se lancer là-dedans, tout simplement parce que ça demande encore plus de pédagogie, encore plus, on va dire, de connaissances et d'expertise légale, juridique, mais aussi pédagogique, empathique. Et là, on revient sur le sujet de la collaboration qui a été évoqué par Patrick. Et du coup, assez naturel, on va dire, que dans un premier temps, en tout cas, après il peut y avoir des évolutions, mais que le sujet environnemental prenne le pas sur le volet social. Moi, je voudrais, oui, si je peux ajouter quelque chose, Sarah, c'est effectivement, tu as raison, la dimension mesurable, elle est assez évidente et c'est aussi traditionnellement dans les entreprises, les sujets environnementaux sont proches de la finance. Ils sont proches de la finance et ils sont proches aussi de la question des coûts. Parce qu'effectivement, réduire ses consommations d'énergie, c'est aussi réduire les coûts, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de… ou le nombre de kilomètres parcourus en logistique, hein, parce que je veux parler typiquement de mon métier. Et c'est vrai que, du coup, la finance privilégie évidemment le volet environnemental et ça se retrouve en effet dans le poids du volet environnemental dans la CSRD. En RH, c'est plus délicat. Il y a en effet la question de ne pas pouvoir mesurer ça en France, en tout cas, pas tous les aspects, même si on peut quand même mesurer des choses, hein, et on l'a fait, hein, puisque on a la chance de travailler avec Alternego sur le sujet. Sur le volet RH, il y a aussi la dimension des relations avec les partenaires sociaux, sont des sujets sur lesquels aussi, traditionnellement, les partenaires sociaux ont un rôle à jouer et que travailler ces sujets-là en partenariat avec les partenaires sociaux, bah, c'est un vrai défi. Donc là aussi, on peut s'expliquer le fait que l'environnement ait peut-être parfois pris le dessus. Ouais. Et là-dessus, si je pourrais rajouter un dernier commentaire, si vous m'y autorisez. Béatrice, vous avez évoqué le fait qu'effectivement, l'environnement est abordé souvent par la finance. Et il est vrai que ce que j'ai pu constater personnellement, c'est que beaucoup d'arguments utilisés pour valoriser les politiques de diversité et d'inclusion, c'était de dire que ça va améliorer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Beaucoup de rapports disaient avoir plus de diversité au sein de votre entreprise va vous permettre de gagner plus X ou Y pourcentage de chiffre d'affaires. La réalité, c'est qu'en fait, ça peut être considéré comme un danger pour l'inclusion. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nabil Wali qui participe à un webinaire d'ailleurs tout à l'heure à 11h dans le cadre de la série sur les dangers un peu de cette
équation diversité et performance, puisqu'en fait, ça va mettre une pression incroyable déjà sur les personnes qui vont être recrutées dans les cadres de politiques de diversité et d'inclusion. Et aussi, ça va réduire la performance de l'entreprise à une approche seulement du chiffre d'affaires, alors qu'avoir plus de personnes au sein de son entreprise, ça veut aussi dire plus d'innovation. Donc certes, ça ne veut pas dire directement un meilleur chiffre d'affaires, mais c'est quand même une meilleure dynamique. Ça veut dire un bien-être supérieur des collaborateurs, collaboratrices. Ça veut dire aussi une meilleure acceptation, on va dire, de ce qu'on va appeler un pacte social à travers la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, si vous avez une meilleure politique de diversité et d'inclusion dans un pays du Sud global où vous avez des usines, il y aura une meilleure cohésion et c'est plus facile de travailler avec les collectivités et les acteurs sociaux locaux. Merci. Je pense que Patrick va pouvoir nous éclairer aussi. Oui, merci beaucoup pour tes deux contributions. Pour rebondir, Sarah, sur les chiffres de 100 millions, ce chiffre, il est terrifiant, mais en fait, on peut le vivre au quotidien. N'importe qui devant taper les guerres, qui a vu les inondations, a compris à quel point c'est les gens les plus fragiles qui sont les plus impactés, parce que changer son frigo, changer son congélateur quand on a les moyens, on peut le faire. Vendre sa maison en perdant un peu d'argent quand on a les moyens, on peut le faire. Sauf qu'on voit bien que tous les témoignages sont les mêmes. C'est des gens qui ne peuvent pas aujourd'hui changer. Et il n'y a pas besoin d'être grand psychologue pour comprendre que quand je me retrouve dans cette détresse, bah, évidemment que ça me met en stress et que ce stress est tout sauf un bon moyen d'être performant au travail. Et que donc, plus on est fragilisé par l'environnement, plus on est fragilisé socialement et dans son identité et dans la confiance en soi, et donc plus on est fragilisé économiquement. Donc là, hier soir, c'était absolument terrible que, enfin, la façon dont on voyait ce lien, il était mais évident, il était absolument évident. Pour répondre, Stéphane, à ta question sur les contraintes, moi, je passe beaucoup de temps dans les COMEX et les codières et j'identifie 3 contraintes qui, effectivement, à y réfléchir pour préparer la table ronde, parlent autant inclusion que RSE. La première, c'est la contrainte sur les croyances limitantes qui continuent parce que nous vivons depuis quelques années un vent contraire, à la fois sur la diversité, avec la question de la diversité fatigue, en mode on en fait tellement qu'on est un peu saoulé, soyons clairs, et on voit bien aussi que la révolution et l'engagement sur le climat crée dans le même temps un vent contraire de climato-sceptique. Et que donc, on a bien ces deux freins-là qui sont communs et qui font que pour installer ces politiques, bah, aujourd'hui, on fait face à des vents contraires. La deuxième contrainte, c'est une contrainte dans le rapport au temps. On voit bien que l'entreprise est assujettie, eu égard à des enjeux de performance économique au temps court, et que nos sujets ne s'installent pas que dans le temps court, ils s'installent beaucoup dans le temps long. La diversité, pendant longtemps, c'était du temps court, parce que c'était uniquement former les gens. On apprenait aux recruteurs à faire un entretien d'embauche. Bon, on est sur le temps court. Maintenant qu'on est sur des enjeux de transformation et d'adéquation aux évolutions sociétales, on est sur le temps long. Et effectivement, j'ai beaucoup de me dire bah, vous êtes gentil, c'est intéressant votre truc, mais à court terme, est-ce que ça ne nous met pas en danger? À court terme, est-ce que ça ne nous fait pas perdre de l'argent? À court terme, est-ce que ça ne nous rend pas moins compétitifs? Et j'imagine, même si ce n'est pas mon champ, que pour le climat, enfin, en tout cas pour les enjeux environnementaux, on est aussi confronté à cette double gâchette temps court, temps long. Et puis enfin, il y a évidemment, tu l'as dit, Sarah, la question de la performance économique et de la suspicion et des doutes et des freins et des peurs sur est-ce qu'on va pas perdre. C'est bien gentil toute votre histoire, mais nous, on est une entreprise, on n'est pas une bande de potes et on n'est pas là pour. Alors oui, le bien-être au travail, c'est un facteur de performance, mais c'est un coût à 3 rondes. Hein. Et qu'à un moment donné, est-ce que ce n'est pas une menace pour la performance économique que d'investir ces sujets d'innovation sociale? Voilà les 3 freins que j'entends et à y réfléchir, j'ai l'impression qu'ils résonnent sur nos 2 champs. Merci Patrick. Peut-être Patricia? Oui, pour compléter, vous avez dit beaucoup de choses, mais peut-être pour compléter quelques éléments, en fait, dire que en fait, la complexité, c'est que la responsabilité sociétale, enfin, si on reprend l'historique, mais vous le savez tous bien, enfin, elle a amené énormément de nouveaux sujets dans les entreprises, dont on se dit qu'un certain nombre d'entre eux sont transformatifs. Donc, il y a un premier défi déjà pour les organisations de gérer vraiment ces transformations, que ce ne soit pas uniquement des stratégies, mais enfin voilà, que ça percole dans les métiers, que ça change les métiers, d'adresser les contradictions que ça amène, de justifier du modèle économique en fait de ces transformations, des bénéfices que ça apporte pour les entreprises. Donc, je veux dire, les transformations, même sur chacune des thématiques en tant que telles, est un défi aussi en soi et vraiment une évolution assez forte en tant que telle si on veut être voilà,
en faire aussi une opportunité, si on veut que ces sujets soient des opportunités pour les entreprises. Donc, voilà, des chantiers vraiment conséquents au sein des organisations. Et par rapport au cloisonnement, un contexte réglementaire, enfin, Sarah parlait de la CSRD, des référentiels de reporting qui ont, un peu par nature et par structuration, cloisonné ces sujets par thématique. Voilà, donc il y a un peu ce schéma de pensée en fait qui est porté et qui est cloisonné avec, vous l'avez dit, sur la proximité environnement financier qui se traduit totalement à l'échelle européenne, hein, puisque on a un texte qui est la taxonomie qui définit les investissements durables, et les investissements durables, ils sont définis principalement à partir de critères environnementaux, même s'il faut ne pas être trop mauvais sur les enjeux sociaux, mais ça montre bien aussi la hiérarchisation qui s'est faite au niveau européen sur des questions environnementales et sociales. Donc, c'est le pacte vert. Enfin voilà, le pacte vert est devenu très structurant, mais à l'inverse, on peut se dire que ça a mis une forme de hiérarchisation en fait dans ces sujets. Et nous, peut-être qu'on a constaté un peu historiquement sur ces questions-là, c'est que le développement durable, certes, il couvre tous les sujets, mais il s'est structuré en fait dans les entreprises par les sujets environnementaux qui n'étaient pas abordés, contrairement aux sujets sociaux pour lesquels il existait les directions des ressources humaines. Et donc, les équipes de développement durable dans les entreprises sont nées avec des compétences qui étaient plutôt des compétences environnementales que des compétences sociales. Et avec une relation avec la direction des ressources humaines qui était voilà, plus ou moins fluide, on va dire, en termes de relations, parce que c'était vu comme voilà, quel est le périmètre de chacun. Donc, une valence, en fait, ce qui a eu un certain nombre de conséquences sur ce qu'on appelle l'innovation durable, avec une valence qui était en effet plus environnementale que sociale, et puis l'idée que l'innovation technique est plus simple à parler et à présenter que l'innovation plus sociale. Et donc, voilà, un système de compétences et un barycentre plutôt du côté environnement et social, ce qui fait que dans le champ de l'environnement, on a quand même créé pas mal de passerelles entre les sujets. C'est-à-dire, Sarah parlait du climat, mais on fait pas mal de liens maintenant entre le climat, la nature, l'économie circulaire. Enfin, on voit bien tous les liens qui existent entre ces différents sujets et la nécessité de décloisonner tous ces sujets et d'avoir des stratégies qui sont conjointes. Le sujet, le lien reste encore peut-être à faire avec les sujets sociaux. Voilà, cette transversalité qu'on a peut-être créée de part et d'autre sur les sujets sociaux d'une part et sur les sujets environnementaux, on l'a peut-être pas suffisamment créée encore dans les organisations entre ces deux catégories de sujets, même si, comme le disait Sarah, je pense qu'à une échelle internationale et sur des sujets macro, c'est beaucoup plus évident. En vous écoutant, je me disais que peut-être un sujet qui va amener cette question en fait et ce lien dans les entreprises, c'est celui de l'adaptation des entreprises au dérèglement climatique, où là, voilà, on est sur un sujet environnemental et ce qu'on va regarder, c'est tous les impacts pour les personnes, pour l'organisation, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, voilà, ça va de fait obliger à s'intéresser de manière très opérationnelle à ce lien. Voilà, mais peut-être pour terminer, se dire, enfin, du coup, c'est vrai que l'organisation de Béatrice, ou au sein d'une même organisation, il y a à la fois des personnes qui traitent de sujets environnementaux et des sujets de diversité et des sujets sociaux, elle est assez prospective et finalement sans doute encore rare, je pense. Et voilà, ça permet d'expérimenter toutes ces passerelles. Et au début, il y a sans doute des sujets, on ne verra peut-être pas complètement le lien, mais voilà, c'est aussi Oui, en oui. s'activant mutuellement qu'on finit par en voir là où il n'y en avait pas forcément initialement. Oui, effectivement, c'est un choix de l'entreprise, c'est probablement encore rare, mais ce n'est pas facile pour autant. Et il faut quand même le souligner. Et par rapport aux enjeux de transformation, pour ce qui nous concerne, on est voilà, c'est une surprise pour personne dans la grande distribution avec des modèles économiques qui sont vraiment chahutés. Et au-delà du sujet du temps court et du temps long, il y a aussi cet inconnu. Parce qu'en fait, la transformation, elle est nécessaire.
en prenant en compte à la fois les enjeux environnementaux et les enjeux sociétaux, mais on ne sait pas vers quoi cette transformation nous emmène. Et on le voit bien avec les conséquences du dérèglement climatique. On a beau savoir beaucoup de choses, on ne sait pas vers quoi ça nous emmène, cette transformation. Et pour des dirigeants, l'incertitude est quelque chose de très difficile à appréhender, et d'autant plus vis-à-vis d'actionnaires, vis-à-vis du monde de la finance. Et donc, il y a un vrai sujet de confiance dans les solutions qu'on va pouvoir trouver, dans la manière dont on va intégrer les questions de diversité, d'inclusion et les questions environnementales ensemble dans quelque chose à construire qu'on ne connaît pas. Mais ce que tu dis, Béatrice, c'est super important parce que ce sentiment d'incertitude, nous on appelle ça pompeusement le sentiment d'incontrôlabilité. Et effectivement, quand on ne sait pas où on va, quand on a un sentiment de ne pas avoir le contrôle sur ce qui nous arrive, on se replie sur soi. C'est vrai pour les individus, quand on a peur, on se replie. Et l'entreprise est un écosystème qui fonctionne comme nous. Quand elle a peur ou quand elle ne sait pas où elle va, ou quand elle est en incertitude, elle se replie sur ses fondamentaux. Donc elle ne peut plus innover. Et le premier levier d'innovation sociale, c'est la performance économique. Bien avant le Covid et bien avant la loi qui rallonge le congé paternité, les entreprises qui ont pris pas le risque, en tout cas, qui ont osé allonger le congé paternité et le payer à 100%, c'est celles qui allaient bien économiquement. Et donc, on voit bien qu'il y a une circularité qui peut être à la fois destructrice comme très créative, parce que c'est la performance économique et c'est la bonne santé qui permet aux dirigeants de se détendre et donc d'oser l'innovation sociale. Voilà. Et donc, là, encore une fois, la circularité, on la voit de façon très, très criante, quoi. Merci, merci Patrick. Bon, moi, je retiens quand même des choses assez riches quand même, qui sont mises en avant, et notamment quand on a évoqué l'engagement des partenaires sociaux. Je pense que toute transformation se fait par des personnes, hein, et donc c'est lié aussi à la manière dont l'entreprise et les organisations sont structurées. Et effectivement, si on a un dialogue social d'un côté qui se fait avec des acteurs qui ne sont pas les mêmes que ceux qui portent les sujets environnementaux, et donc finalement, si on a des parties prenantes internes et externes qui ne sont pas qui ne partagent pas en fait, ces sujets, bah, peut-être que c'est aussi un frein à ce que ces sujets soient portés de manière cohérente dans l'entreprise, parce que concrètement, en fait, on n'a pas les mêmes personnes derrière. Est-ce que néanmoins, on a des exemples d'entreprises qui ont, parce que c'est un peu notre sujet aujourd'hui, hein, d'essayer de tracer des pistes vers l'innovation. Est-ce qu'on a des exemples d'actions ou de projets transverses qui ont un peu commencé à amorcer comme ça des possibilités de rapprochement, soit entre les parties prenantes internes, externes, entre les acteurs, pour essayer de se mettre en dialogue sur ces sujets et essayer d'avancer ensemble? Qui veut s'essayer un petit peu là-dessus? Il est moins 12 par rapport à la fin de notre réunion. On peut encore prendre quelques minutes et puis après, on verra s'il y a des questions-réponses. Patricia. Patricia, tu veux t'essayer? Oui, alors peut-être sans mentionner d'entreprise, mais enfin, en tout cas, pour rebondir sur ton point, Stéphane, c'est vrai que on va dire qu'on n'a pas forcément le réflexe de consulter les organes de gouvernance. Alors, quand on parle depuis les équipes développement durable, ce qui a peut-être changé ça, parce que c'est une obligation, c'est le devoir de vigilance, puisque le devoir de vigilance est discuté, est soumis au CSE. Et donc, nous, c'était peut-être les échanges les plus construits qu'on a eus avec des CSE, enfin voilà, sur ces sujets, pour se rendre compte que, pour les ouvrir aussi quelque part à une dimension qui était aussi la dimension environnementale, qui était évidemment moins dans le scope que la dimension sociale, mais qui les intéressait, et en effet, qui permettent en fait d'en faire un élément aussi d'acculturation sur ces sujets-là. Mais c'est certain que voilà, il y a un lien, en tout cas, dialogue, développement durable, partie prenante, et dialogue social qui est sans doute à renforcer, que devrait renforcer aussi la CSRD, mais qui reste aussi sans doute à renforcer.
Et peut-être pour reformuler la question de Stéphane, on pourrait la poser à Sarah. Est-ce que concrètement, dans l'indicateur Bicorp, vous avez des corrélations fortes entre la performance des entreprises sur le thème diversité-inclusion et sur le thème de l'environnement, quoi. Est-ce que vous voyez un lien fort entre les deux? On voit un lien fort, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de nos standards de labellisation, en fait, on n'a pas de pilier qui est diversité et inclusion. D'accord. En fait, les sujets de diversité et d'inclusion sont, on va dire, peut-être pas dispersés, parce que il y a une connotation un peu négative que je n'aime pas, mais répartis sur d'autres domaines d'impact qui sont l'environnement, les collaborateurs, la collectivité, la gouvernance. Et là-dessus, si on prend un exemple très concret, je pense notamment à Open Classroom qui a fait un article très exhaustif sur les politiques qu'ils ont mises en place, mais on voit bien qu'il y a des sujets de diversité et d'inclusion qui sont présents dans l'aspect collaborateur, dans l'aspect environnemental, dans l'aspect gouvernance, et ça permet justement d'avoir cette transversalité et cette connexion entre l'environnement et le social. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je suis ravi que tu les cites parce que c'est nous qui les avons formés. Donc, c'est parfait. Et si je peux rebondir sur une opportunité, je pense que malgré tout, dans la CSRD, quand on va rentrer dans la partie sectorielle de la CSRD, c'est l'étape suivante, on va pouvoir, à mon avis, travailler des sujets diversité-inclusion de façon plus propre à chaque secteur. Quand je pense à notre métier, la distribution, on sait que traditionnellement, elle est propice à la promotion interne. Et comment est-ce que finalement une CSRD sectorielle pourra adresser ce sujet pour qu'on puisse suivre le caractère inclusif de cette promotion interne pour s'assurer qu'effectivement les femmes ou les personnes de diversité d'origine sont aussi promues. Donc voilà, donc je pense que la CSRD sectorielle, je ne sais pas comment elle va se travailler, se discuter, mais ce sera une opportunité, à mon sens, pour les sujets diversité et inclusion appliqués à chaque secteur. Moi, ce que j'ai entendu je ne suis pas du tout en effet de la CSRD, mais j'étais à la série lundi, là, il y a eu une table ronde. En fait, ce que j'ai compris sur la CSRD sectorielle, c'est que ça allait quand même se mettre en place progressivement, et c'est un peu l'observation sur les 2 années à venir de comment les secteurs s'emparent en fait du cadre réglementaire et qui va un peu créer la norme. Et donc, il va falloir être un peu moteur aussi là-dedans. Moteur Ce que j'entends, c'est que moteur et contributif. Ouais. C'est ça, le moteur est contributif parce que du coup, c'est là où il y a peut-être de l'innovation à faire, c'est que finalement, le cadre global, il donne que le cadre et pas comment à l'intérieur on va s'en emparer. Et donc, il faut que les acteurs se positionnent clairement sur ces sujets. Donc, on a peut-être tous un rôle à jouer, à faire la pédagogie, à expliquer justement nos visions et l'utilité qu'il y a à ces rapprochements. On arrive à la fin, une dernière prise de parole. Il y a une question de Stéphane Rigaud. Ouais, qui nous dit. C'était avant de donner mais oui, alors à tous qui est avec nous ce matin, si vous avez des questions ou des points que vous souhaitez soulever pendant ces dernières minutes de la table ronde, n'hésitez pas à vous exprimer sur la conversation. Stéphanie nous partageait le fait que le label Bicorp a une approche plutôt anglo-saxonne de la D&I, mais c'est ce que Sarah avait évoqué, je crois, au début en me présentant, en disant que vous pouvez effectivement compter beaucoup plus sur les indicateurs. Tu veux ajouter des éléments plus précis sur ce sujet, Sarah? Oui, je veux bien ajouter des éléments plus précis. Je pense que ce n'est pas forcément une approche vraiment anglo-saxonne dans la mesure où personnellement, je trouve ça logique de compter
pour voir comment on progresse. Sinon, justement, c'est très compliqué de voir l'impact. Et ce n'est pas effectivement dans les pratiques de ce qu'on fait en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de certaines pratiques anglo-saxonnes, voir comment est-ce qu'on peut mettre en place aussi des indicateurs de mesure pour voir l'évolution et l'impact des politiques de diversité et d'inclusion. Donc ça, c'est un espèce d'équilibre à trouver entre les deux. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que les standards de labellisation B Corp sont en train d'évoluer et pour le coup, ils évoluent vers une approche qui ne sera plus trop anglo-saxonne. Donc il y aura toujours un encouragement à faire de la collecte de données sur les identités sociales, pour avoir un état des lieux, pour voir de là où on part, pour voir comment on évolue. Sinon, c'est très compliqué de voir quel est l'impact et de justifier la mise en place de politiques de diversité et d'inclusion. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord là-dessus. Et l'idée, en fait, c'est surtout d'inclure le plus, on va dire, de pays et de pratiques possibles, mais de fait, la diversité et l'inclusion, c'est l'un des seuls piliers qui est très contextuel. En fait, aujourd'hui, on aura une lecture de ce pilier qui ne sera pas pareille que la lecture qui est faite dans les pays sud-asiatiques. Ce n'est pas la même approche qui est faite dans les pays africains. Pour compléter ce que tu dis, Sarah, et je pense que Stéphane le dirait mieux que moi, mais oui, tu as raison, il y a la question du comptage. Mais ce que beaucoup d'entreprises ne savent pas encore, c'est qu'on a le droit de faire du comptage déclaratif en France. Et nous, on le fait dans tous nos paramètres. Et systématiquement, quand on fait une enquête, on demande, considérez-vous appartenir à un groupe représentant une diversité? Alors, ils peuvent ne pas répondre. Hein. Et si oui, laquelle ou lesquelles? Et ensuite, nous, on croise ces diversités déclarées avec des ressentis. Et là, tu vois, mais clairement, que plus tu te sens appartenir à une ou plusieurs diversités, par exemple, plus tu déclares t'auto-censurer, moins tu te sens être toi-même dans l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est des pistes vraiment à creuser, aller chercher de la diversité déclarée, parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est vraiment comment je le vis. Parce que moi, je peux être métisse et dire, bah non, je ne me sens pas dans une diversité, et je peux être métisse et me dire oui. Et ce qui compte, c'est comment moi, je le perçois. D'accord? Parce que c'est l'étiquetage qui crée effectivement le sentiment de frustration ou potentiellement de ne pas oser être soi. Donc, on a des outils aujourd'hui qui permettent quand même de mesurer la diversité de façon déclarée. Merci. Peut-être un petit mot de la... Oui, Patricia? Non, je voulais dire juste sur le lien entre les sujets, mais Stéphane en a parlé un petit peu dans tout. Dans les évolutions qu'on voit sur la responsabilité sociétale, c'est cette approche systémique, chaîne de valeur, qui va nécessiter en fait, qui implique pour les entreprises de collaborer avec beaucoup plus d'acteurs différents, en fait, de collaborer avec des associations, de collaborer avec des fournisseurs qui sont présents dans d'autres pays, de collaborer avec des clients et d'avoir des partenaires avec des clients. Donc, et ça veut dire, on s'en parlait un petit peu, mais avec des façons de penser qui peuvent être différentes, des objectifs qui peuvent être différents. Donc, ce qu'apporte cette diversité, d'être en mesure, en fait, de créer ce lien de manière constructive entre des personnes qui sont diverses, c'est aussi une compétence complètement utile sur les domaines de la responsabilité, de cette collaboration dans la chaîne de valeur. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, voire dizaines d'années, ce qui se disait, c'était que finalement, quand on était dans une entreprise, pour pouvoir collaborer avec une association, il fallait avoir travaillé avant dans une association, ce qui est quand même un peu contraignant de se dire qu'il faut être passé par tous les postes pour être en mesure de collaborer. Donc, c'est un peu cet objectif qu'on pourrait avoir, de se dire que finalement, on est en mesure de collaborer avec des acteurs qui ont d'autres points de vue, d'autres façons de penser, et de construire des choses ensemble sans avoir vécu en Inde ou avoir été dans une association. Voilà, donc c'est un petit peu cette évolution en fait qu'on peut attendre du lien aussi entre les deux, voilà, entre coopération et différence, quoi. Très bien. Bah, écoutez, je crois on arrive à la fin de notre table ronde, donc il me reste à vous remercier, à vous tous déjà qui êtes venus assister et participer à cet événement, et puis à tous les quatre, hein, Patricia, Béatrice, Patrick et Sarah. Merci de vos contributions et de ces échanges. Je crois qu'on aura compris que le sujet est devant nous, juste là, tout près. On a besoin de s'en saisir, de s'investir, parce que notamment au niveau européen,
les ESRS, la CSRD, la mise en application des ESRS, en fait, ce sont des pratiques à définir sur qu'il faut investir. Et donc, il va être important dans les mois et dans les années à venir de créer en fait des habitudes autour de toutes ces thématiques et notamment d'essayer de trouver à la fois dans nos organisations comment on fait en sorte que ce soit bien les mêmes acteurs, en tout cas des acteurs qui se parlent, qui travaillent ensemble à faire évoluer nos pratiques en matière de développement durable et de diversité et d'inclusion. Voilà, merci à tous. Très bonne journée, bonne fin de semaine, voire même bonnes vacances pour ceux qui prennent des vacances. À bientôt et voilà, je suis ravi d'avoir venu pour vous cette table ronde. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.